Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Centre Anna et Simon Drahi. Bienvenue à l'Axil pour cette soirée très spéciale. Ça fait maintenant 1 an et nous commémorons donc les 1 an de ces attaques tragiques du 7 octobre 2023, au cours desquelles 1200 personnes ont péri, 4800 ont été blessés, 251 otages ont été arrachés à leurs familles. Et depuis 1 an, plus rien, la vie n'est plus la même pour nous tous. Il n'y a pas une matinée, il n'y a pas une soirée, il n'y a pas une nuit durant laquelle nous ne pensons au sort de nos frères et sœurs encore captifs et où nous prions pour Tsahal, pour le travail que Tsahal fait, pour tout le monde et pour l'État d'Israël. Alors nos sentiments aujourd'hui oscillent entre la tristesse et l'espoir. La tristesse du fait de tous ces morts, de tous ces blessés, de toutes ces vies volées, et l'espoir que nos otages reviennent en vie, dans le meilleur état possible. C'est la raison pour laquelle je vous propose, compte tenu de ce sentiment mitigé, de respecter d'abord 1 minute de silence, puisque nous commémorons des moments tragiques, et que cette minute de silence soit immédiatement suivie d'1 minute d'applaudissement pour marquer notre foi et l'espoir que nous avons en une fin et en tout cas une suite meilleure. Voilà, merci d'arrêter au téléphone également. Merci. Merci infiniment à toutes et tous. Ce soir, nous recevons André Darmon. André, tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu es un homme engagé, écrivain, journaliste, rédacteur en chef d'Israël Magazine, avec des prises de position fortes. Tu es un homme d'action. Et ici, nous sommes une communauté d'action. Nous prenons en main des projets, nous croyons à ce que nous faisons, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. La deuxième chose, c'est que, le deuxième élément important, c'est que tu as vécu et tu vis Israël, Tsahal, la société israélienne, au plus profond de toi, et tu l'as vécu dans ta chair. Tu nous en parleras. Tu es père de 7 enfants et tu as traversé de nombreuses difficultés. Et grand-père de 30 petits-enfants. Et grand-père de 30 petits-enfants, je te félicite. Bien, toujours croire, monsieur le rabbin, qu'il ne faille pas compter, mais
je peux pas m'empêcher de le faire. Donc, si tu es là, tu n'es pas là par hasard et tu es là en ce 7 octobre pour témoigner de tout ce que tu as vu, de toutes les informations que tu as pu recueillir, de cette magnifique enquête que tu as menée et qui est relatée dans ton excellent livre que j'ai pu lire, 7 octobre, la nouvelle guerre d'Israël, avec des témoignages, des révélations. C'est une vraie enquête de fin lignée, quelque part. Et tu es dans ton travail de journaliste. Pour toutes ces raisons, au nom du rabbin, au nom du conseil d'administration que j'ai l'honneur de représenter, je te souhaite la bienvenue. Merci. La conférence aura lieu en 2 temps. Le premier temps sera l'écoute de ce qu'aura à nous dire André. Dans un deuxième temps, nous aurons une séance évidemment de questions-réponses. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez et il y répondra. C'est un homme qui ne mâche pas ses mots et donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions, y compris celles qui fâchent, il y répondra. Et dans un second temps, André, qui est musicien, chantera et jouera à la guitare 4 chansons que nous jouons généralement, que nous chantons généralement à Yom HaZikaron, pour terminer cette journée de commémoration qui nous tient tant à cœur. Je vous souhaite une bonne conférence. Bon, je suis doublement ému déjà d'être parmi vous. Le Valois ne m'est pas du tout inconnu puisque je suis un peu Bécon-les-Bruyères pendant quelques années et doublement ému par la présentation que vient de faire Harry, donc que je voudrais remercier pour tous les efforts, pour tout ce qu'il entreprend avec sa communauté. Remercier le président Philippe Cohen, je ne sais pas s'il est là. Remercier Thierry Cohen que je viens de croiser, Monsieur Assous, Jacques Assous, en tout cas tous les membres apparemment, non pas apparemment, mais extrêmement actifs de cette communauté, qui, comme l'a dit Jacques, j'étais également président, on en parlera tout à l'heure, de toute la communauté francophone d'Israël. J'étais un petit peu le patron du FSJU. Ça se voit pas, j'ai pas le costume cravate, mais bon. Voilà, donc on va commencer. Si vous me permettez, je vais prendre 3 petites secondes à vos souhaits. Je vais prendre 2 petites secondes pour me présenter. Donc moi, je suis parisien de naissance. Je suis un ancien élève de l'Alliance israélite, à Pavillon-sous-Bois, ça me dit quelque chose. Un ancien élève de Maïmonide. Et j'ai fait une première Aliyah dans les années 70. J'avais 17 ans. Et donc j'étais au lycée français, j'ai passé mon bac là-bas. Et j'ai eu le privilège, l'extrême privilège d'être joueur au Beitar Yerushalayim. Au Beitar Yerushalayim, ça vous dit quelque chose? C'est un peu le PSG israélien. Et à 17 ans, j'étais l'avant-centre de cette équipe. Et pour vous dire un petit peu qui j'ai croisé, le président qui était le président à l'époque du Beitar Yerushalayim, ça vous dit quelque chose? Toi, tu dois savoir, j'ai dû t'en parler. C'était Reuben Rivlin, ça vous dit quelque chose? D'accord, qui est devenu président. Qui était le trésorier, personne ne sait, je vais vous le dire. C'était Ehud Olmert, qui a d'ailleurs une véritable, j'allais dire, ne disons rien, et le plus grand fan du Beitar Yerushalayim à l'époque, et je l'ai su après, c'était Benjamin Netanyahou. Donc, quand les gens me disent que je suis un proche de Bibi ou un fan de Bibi, je dis, je suis désolé, mais à une époque, c'était plutôt Bibi qui était un supporter d'André Darmon. Voilà. Voilà, donc je vais passer très très vite sur mon parcours. J'ai été dans les affaires, j'ai fait des études. J'ai fait des études d'abord de droit, de marketing, de gestion des entreprises. Et j'ai refait mon Aliyah en 89, donc avec famille et enfants. Et donc en 90, donc pendant cette période 89-90, j'ai dirigé les communautés francophones en Israël. Et j'ai vu qu'il y avait un manque extrême, c'était la presse francophone. On me donne le titre de créateur de la presse francophone en Israël, je veux bien l'accepter. J'étais le premier à monter un magazine, donc Israël Magazine, et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer des abonnés de Levallois et des amis, mais également des amis d'enfance ici même. Donc déjà rien que pour ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc création d'Israël Magazine, après des romans, et ce livre
ce livre qui fait suite à la tragédie que nous avons connue le 7 octobre. Alors, je vais vous dire d'abord pourquoi j'ai écrit ce livre, après on va rentrer très très vite dans le cœur du sujet. Il me semblait qu'en tant qu'Israélien, en tant que Juif, en tant que journaliste, en tant que parent de soldats, je voudrais vous rappeler que pendant la deuxième guerre du Liban, j'avais 5 garçons, j'ai 7 enfants, j'avais 5 garçons au combat. Oui, comme vous dites, aïe aïe aïe. Je suis aussi ami de famille dont les enfants ont été tués. Je suis ami de famille qui ont été tués dans certains kibbutzim. Je suis aussi le proche d'une personne qui a son fils en otage aujourd'hui, Omer Benkert. Harry pourra vous en parler mieux que moi. Donc, il est évident que je ne pouvais pas rester indifférent et qu'il me fallait écrire. Alors, ça a pris quelques semaines, quelques mois. Et je vais vous dire pourquoi véritablement ce besoin de passer à l'écriture m'est venu le 24 janvier. Donc, avant de vous parler du 24 janvier, je vais vous parler du 7 octobre, très rapidement. Le 7 octobre, bien évidemment, samedi, j'appelle mes enfants, ils sont tous religieux. Et sachez qu'on regardera aussi le 7 octobre par cette petite lorgnette ou cette grande lorgnette de la famille, parce qu'en Israël, tout passe par la famille, tout passe par le cadre, tout passe par le village, le yishuv ou le quartier. Et le 7 octobre, j'appelle mes enfants qui, exceptionnellement, me répondent un Shabbat, ce qui veut dire que la situation est très grave. Ok? Donc je prends l'un de mes fils, qui est sous-officier, je l'emmène à Jérusalem, Machane Ofer, une des plus grandes bases d'Israël. Et il y a à ce moment-là, il y a des milliers de voitures. Ça veut dire que tous les réservistes se sont mobilisés sans avoir eu besoin d'attendre. Mais d'un autre côté, alors on n'a pas eu le temps j'ai 2 de mes enfants, dont un officier supérieur. Après, je vous en reparlerai pour le 24 janvier, qui habite Shukeda. Et mon ex-femme, la mère de mes enfants, habite également Shukeda. Ça vous dit quelque chose, Shukeda? Non, ça vous dit rien. Je vais vous expliquer. Vous voyez, ça c'est la bande de Gaza, d'accord? Là c'est la frontière. Là vous avez Shukeda, ici Kfar Maimon, ça vous dit quelque chose? Oui, il y a certains, ça non, rien. Il y a un lycée francophone là-bas. Donc Shukeda est là, Kfar Maimon est là, Reim est là, et et je vais y arriver, le kibbutz Beri est là. Ça veut dire que mes enfants, mon ex-femme, habitent à 400 mètres à vol d'oiseau de Beri et de la plaine de Reim, là où ont eu lieu les pires atrocités qui sont, j'allais dire, dignes de la Shoah, si ce n'est pire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que beaucoup m'ont posé la question, mais c'est rien passé, tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien. Il s'est passé ce jour-là, et c'est pour ça aussi que c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à écrire, c'est que tous ces détails, finalement, on peut les extrapoler et comprendre beaucoup de choses. Ce jour-là, il y a 4 hélicoptères à 9h30 du matin qui sont passés au-dessus de Shukeda pour aller sauver, si je puis dire, Beri et Reim et Aloumim, un autre kibbutz. Au-dessus de Shukeda, donc dans la plaine de Reim, il y a un hélicoptère, un CCH-53, qui a été abattu par un missile anti-tank, donc a été obligé d'atterrir, qui s'est pas écrasé. Et donc les 3 autres, bien évidemment, les 3 autres hélicoptères ont atterri avec lui et ils se sont retrouvés parce qu'ils ont vu exactement ce que voyait l'un de mes fils du haut de la villa de Shukeda. Il voyait des choses. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit, mon fils. J'ai vu des choses, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passait. Il y avait des meurtres en série. Je vais pas revenir là-dessus. Et donc, dans ces 4 hélicoptères de transport de troupes, il a été pris une décision. Donc, rappelez-vous ce que je vous dis, il est 9h30 du matin. On reviendra après sur les responsabilités de Tzahal, les responsabilités de l'armée, l'absence de l'armée. On y reviendra vers la fin. Dans les 4 hélicoptères, il y avait 250 soldats parachutistes. 250 soldats qui sont sortis et qui, d'après mes enfants, d'après des colonels parachutistes, parce que ça a été passé sous silence pour un millier de raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc ils ont abattu 400 terroristes. C'est pour ça que à 400 mètres de Reim, de Beri, on peut dire qu'entre Beri et Reim, il y a eu à peu près 5 à 600 morts, la moitié de tous les morts du 7 octobre. Shukeda n'a pas été touché, Kfar Maimon n'a pas été touché,
Alors, il y en a qui disent parce que c'était des, et ça fera plaisir aux rabbins, parce que c'est des yishuvim religieux, c'est vrai. Ces yishuvim sont fermés, pas complètement, et c'est vrai que ça aide dans ces moments difficiles. Maintenant, je reviens au 23 janvier. Le 23 janvier au matin, donc je voudrais vous rappeler que donc mon autre fils qui habite Choukéda, qui est officier supérieur, il est lieutenant-colonel, mais il est avant tout, il est ingénieur à Tzal, donc il n'est pas sur le terrain. Donc le 7 octobre, il est à Choukéda, il se passe ce qui se passe, je viens de vous le raconter. Le 8 octobre, il est rappelé à l'armée parce que la veille, le 7 octobre, un colonel du Nahal, un lieutenant-colonel du Nahal, lieutenant-colonel, c'est ça que je m'embrouille pas, un colonel, pardon, du Nahal, Steinberg, a été tué, et j'ai appris quelques mois après, a été décapité parce que les Arabes se sont aperçus qu'il était un officier, ils l'ont décapité. Il a été rappelé sur le terrain, Benjamin. J'ai le droit de prononcer son nom parce qu'il va prendre sa retraite bientôt à 43 ans. Et donc, ça, c'était le 8 octobre. Donc, le 23 janvier, donc, comme tous les Israéliens, je ne suis pas arrivé à dormir de la nuit. Donc, pour revenir, excusez-moi, sur Choukéda, je vous ai dit que je vous en parlerai tout à l'heure, mais simplement vous dire que l'armée en tant que telle, en tant qu'institution, n'était pas là, mais il y a eu, et comme vous le savez, et on reviendra là-dessus, c'est aussi le thème de tout le journal, il y a eu énormément d'initiatives personnelles, d'actes de courage, de bravoure, insensés, et les 4 hélicoptères ces 4 hélicoptères qui ont fait ce qu'ils ont fait, en est un exemple. Donc le 23 janvier, au petit matin, 6 heures du matin, vous voyez 24 soldats tués. Vous vous rappelez de ça? 24 soldats tués. Bon, comme tout Israélien, comme tout père de famille, père de soldats, je suis laminé. Et juste en dessous, je vois que c'est le bataillon de mon fils qui a été touché. Le bataillon de Benjamin. Et donc, j'ai 2 solutions, où je reste pétrifié et tétanisé, ou j'appelle mon fils. Donc, j'ai appelé mon fils, qui m'a répondu. Et lui, en tant qu'ingénieur, il était chargé de miner des maisons palestiniennes qui étaient, j'allais dire, soupçonnées de X, et pas à tort. Et donc, il a miné, et il y avait 2 ou 3 soldats dans chaque maison. Il y avait une dizaine de maisons. Donc, un terroriste est sorti. Donc, c'était, pour ceux qui connaissent, si vous avez vu Choukéda et Kfar Maimon, Kissoufim, c'est là. Pour ceux qui sont allés un jour quelqu'un est allé un jour dans le Gush Katif? Personne? Vous? D'accord. Le Gush Katif, donc Kissoufim, c'était l'entrée pour aller dans le Gush Katif, qui était l'enclave israélienne dans la bande de Gaza. Donc, 10 maisons qui sont minées, etc. Donc, un terroriste sort, tire sur une maison, et comme les maisons étaient chaînées, les 10 maisons ont explosé. Pourquoi je vous dis ça? D'abord, je vous parlais tout à l'heure de la présence de Tzahal. Maintenant, la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que pourquoi a-t-on décidé de miner des maisons alors que mon propre fils Benjamin, je l'ai vu à plusieurs reprises, je l'ai entendu, parce qu'on n'a pas le droit de le voir, je l'ai entendu à la télévision, en rapport avec des pilotes de Tzahal, et en tant qu'officier, en tant qu'ingénieur, c'est lui qui indiquait aux pilotes. Vous savez, c'est en noir et blanc, code, ça vous dit quelque chose? Non? Oui. Et alors qu'avant, on tirait de ce qu'on fait aujourd'hui, on faisait exploser les maisons d'en haut, du ciel. Et après, on a décidé. Donc, la première réflexion que je me suis faite, et je m'en suis ouvert à quelqu'un que vous connaissez, j'ai demandé à mon fils, pourquoi d'en haut? Pourquoi d'en bas? Il m'a pas répondu. Donc le lendemain, j'ai eu Olivier Rafovitch, que vous connaissez tous, avec lequel j'ai travaillé à la fois dans le domaine de l'ALIA, puisqu'il a été directeur de l'ALIA, avec lequel j'ai travaillé il y a une vingtaine d'années, quand il était déjà porte-parole de Tzahal. Donc je suis rentré dans des contrées où vous mettrez pas les mains, des bases secrètes dans Gaza, et il m'a fait l'honneur de me poser cette question, lui, le porte-parole de Tzahal.
André, qu'est-ce que tu penses du Liban? Alors je lui ai répondu de manière extrêmement claire. Je lui ai dit, est-ce qu'on a des munitions pour le Liban? Parce qu'apparemment, si on commence à miner les maisons, donc tout ça pour vous dire, il m'a pas répondu. No comment. Donc le problème, c'est que quand il y a des no comment, c'est qu'on comprend que les gens sont gênés, qu'ils peuvent pas vous répondre. Donc ça veut dire que depuis janvier, nous savions, et on le sait également depuis le 8 octobre, parce qu'on l'a, du moins, le 8 octobre, Yoav Galant, alors j'essaye de rabibocher toutes ces choses-là. Le 8 octobre, Yoav Galant a demandé à Benjamin Netanyahu, c'est extrêmement clair, il lui a dit, écoutez, le Hezbollah et le Hamas sont liés ensemble, il faut qu'on attaque il faut qu'on attaque le Liban, il faut qu'on attaque le Hezbollah. On lui a dit à Tzal, on lui a dit non. La raison est, j'ai une source extrêmement sûre, un général, je ne peux pas donner son nom bien évidemment, il est très proche du pouvoir, et on lui a dit on peut pas, on n'a pas les munitions. Donc ce qui explique maintenant, alors que j'ai pas du tout prévu d'en parler, ce qui explique cette attente, c'est cette attente pour attaquer le Liban qui a pris des mois, pour attaquer déjà Rafah et le sud de la bande de Gaza et le Liban. Voilà. Donc voilà les deux premières raisons, pour, j'allais dire personnelles, qui m'ont incité à vouloir écrire ce livre. Ce dont je voudrais vous parler, c'est des mensonges qui ont accompagné ce 7 octobre. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que on peut parler. J'ai fait beaucoup de conférences en Israël sur le sujet, et il s'avère qu'au bout d'1 heure et demie, on a abordé peut-être 10 pages du livre. Donc il va vous manquer des choses. Vous le direz à travers vos questions. Il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'on peut pas tout aborder. On pourra pas tout voir. Je n'aborderai pas bien sûr tous les meurtres, bien que je peux vous dire que sur le plan personnel, j'ai des amis qui ont été touchés. Quand je dis touchés, qui ont perdu leurs enfants, qui ont été tués eux-mêmes, etc. Je voulais vous parler les premiers mensonges qu'on a pu entendre des mensonges médiatiques, des mensonges de journalistes israéliens, qui sont pas les derniers en reste, c'est de dire que le 7 octobre était arrivé parce qu'on aurait déplacé, Tzahal aurait déplacé des troupes de la bordure de Gaza, que je préfère appeler la bordure d'Israël, l'enveloppe d'Israël, ils auraient déplacé vers la Judée-Samarie. Donc je tiens tout de suite à dire que Tzahal, le porte-parole et le chef d'état-major a démenti cette assertion dont le contenu était, j'allais dire, subversif. Ça voulait dire que on a mis en danger les gens d'une terre, d'un terrain absolument souverain israélien, vers des terres qui sont encore un petit peu, j'allais dire, disputées, c'est la Judée-Samarie. Donc ce n'est pas vrai, bien qu'il faut savoir que la Judée-Samarie, comme n'importe quelle partie d'Israël, puisqu'il y a 500 000 Israéliens qui vivent en Judée-Samarie, ont droit à une sécurité comme tous les Israéliens. Ça, c'est le premier mensonge. Alors, comme je vous disais qu'on va rester sur le premier mensonge, j'en ai eu beaucoup. Je voudrais vous parler, moi, des dysfonctionnements et structurels et ponctuels du 7 octobre. Les dysfonctionnements structurels, il faut savoir que, et moi, je connais ce pays, comme vous l'avez compris, depuis 70. Je connais très bien l'israélien, je suis israélien, mes petits-enfants sont israéliens. Je parle l'hébreu couramment. Il y a ce que j'appelle structurellement le syndrome de 67, le syndrome de la guerre des 6 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Israéliens, peut-être parce qu'ils ont affaire à des guerres asymétriques, avec des gens qui sont numériquement moins forts, et qu'ils ont affaire à des guérillas et non pas à de véritables guerres, si je veux dire, encore qu'avec l'Iran, on vient de le connaître, ont toujours pensé être invincibles. Donc, quelque part, 73 aurait dû leur remettre un petit peu les idées en place, d'autant que 73, c'est arrivé un 6 octobre. Mais bon, personne n'a remarqué qu'on a fait des commémorations comme aujourd'hui, des commémorations pour la guerre de Kippour, le 6 octobre. Et ce sont exactement les mêmes manques qu'on a retrouvés de la guerre de Kippour, les dysfonctionnements des renseignements militaires, l'aveuglement et ce qu'on appelle la conception. On va y venir tout de suite.
La deuxième chose, c'est que le deuxième dysfonctionnement structurel, c'est cette conception d'avoir pensé, alors qu'il existe une charte très précise, comme d'ailleurs la charte du Fatah, la charte de l'OLP, la charte de Yasser Arafat, qui dit de manière extrêmement claire, on l'a écrit nous-mêmes, on l'a fait traduire, qui dit que le but de l'organisation Hamas, d'ailleurs Hamas en hébreu, ça veut dire peut-être, le rabbin n'est pas là, hein? Violence. Oui, c'est au passif. Oui, c'est ça. Et donc que le Hamas était, beaucoup pensaient que le Hamas était dissuadé, apaisé, parce que on faisait rentrer 120 000 travailleurs palestiniens chaque jour, donc ça permettait à 120 000 familles, si ce n'est plus, de pouvoir de subvenir à leurs besoins, avec des salaires qui sont 10 fois plus importants que ceux qu'ils pouvaient espérer dans la bande de Gaza. Ces valises d'argent pour lesquelles on a tellement incriminé Benjamin Netanyahou, mais de manière, j'allais dire, mensongère aussi, puisque ces valises d'argent étaient là, ont toujours été là, elles ont été là sous l'influence et sous la pression, comme l'histoire de Gilad Shalit, on y reviendra peut-être, la pression de la Ligue arabe, de l'ONU, des États-Unis, de la France et des partis de gauche en Israël. Donc ces valises d'argent, et c'est, comment j'allais dire, et c'est le fait que les Palestiniens rentraient, on pensait que on avait acheté le silence. Alors cette conception qui a également, j'allais dire, qui a également évolué au niveau politique. On pensait qu'on était parti pour des années de silence. On avait oublié le principal, c'était les chartes, la volonté irréductible du Hamas, des Palestiniens, de vouloir détruire l'État d'Israël. La preuve, je sais pas si c'est une preuve, mais aujourd'hui on a reçu je crois que ma compagne m'a appelé 10 fois pour mes enfants à Ashdod, ma compagne à Tel Aviv, mes autres enfants à Gaza. On a eu même à nouveau des missiles de Gaza. L'un des autres problèmes structurels de l'État d'Israël, et ça a commencé, dites-vous bien, avec Ehud Barak, c'est qu'on a pensé qu'avec la high-tech qui se développait de manière faramineuse en Israël, je crois que l'Israël est un leader de la high-tech, qu'on pouvait se contenter d'une armée petite, c'est-à-dire réduite en nombre, mais intelligente. C'est-à-dire que la high-tech venait au secours de l'armée avec cette explosion d'inventions. Il faut voir ce que le génie israélien est capable de faire sur le plan technique et technologique. Et on pensait qu'une petite armée était suffisante, oubliant, et je vous donnerai des exemples très précis, oubliant que quand on a affaire, ne serait-ce qu'à 3 ou 4 fronts, on a besoin de tanks. Et notre ami Benny Gantz, je pense avoir sauté une page, mais c'est pas grave. Je vais faire comme Marine Le Pen le jour Benny Gantz a envoyé des centaines, comme Bouguy à Ya'alon, quand il était ministre de la Défense, ils ont envoyé des centaines de chars Merkava au dépotoir, c'est comme ça qu'on dit, au dépotoir. À la casse, j'ai cherché. Voilà. Le dernier point, bon, il y a beaucoup, c'est pas exhaustif, il y a beaucoup de points qu'on pourrait voir. Il y en a un qui est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus psychologique, sociologique, c'est que la majorité des officiers des unités de renseignement et des officiers, je parle des hauts officiers des renseignements israéliens, sont souvent originaires de Ra'anana, de Hod HaSharon, d'une certaine caste assez riche. Je m'excuse de le dire, mais j'ai aucune antagonisme, bien évidemment, avec mes amis ashkénazes, puisque mes idoles, qu'elles soient littéraires ou en chansons, sont des ashkénazes. Et c'est une espèce de caste ashkénaze, riche, qui pense, qui ne sait pas exactement, qui ne sait pas parler et qui ne comprend pas ce que les Gazaouis disent, pensent. Ils sont incapables de se mettre, ils réfléchissent avec, je crois que Coluche disait quelque chose comme ça, ils réfléchissent avec leur propre cerveau, mais je m'étendrai pas là-dessus. Simplement, il y a une dissonance entre nos unités de renseignement
qui ont été élevés d'une certaine façon, avec une certaine pensée, avec aussi cette conception qui a modelé un petit peu les unités d'enseignement, et les Signuars qu'on connaissait. Comment s'appelle-t-il? Signuar était connu. Il a été libéré en 2011 après l'accord de libération de Gilad Shalit. Mais il faut savoir que Signuar, bon, il y a aussi, j'allais dire, une négligence et une légèreté un petit peu de certains appareils sécuritaires en Israël qui ont laissé partir Signuar alors qu'il était, j'allais dire, étiqueté comme l'homme le plus dangereux le Palestinien le plus dangereux qui était emprisonné en Israël. Voilà. Les autres dysfonctionnements qui sont un peu moins structurels, il faut savoir qu'un an et demi avant le 7 octobre, je vous apprendrai rien parce qu'il faut savoir que le livre a été édité le 29 mai. Il a été écrit, comme je vous l'ai expliqué, du 25, grosso modo 25 janvier, en tout cas pendant 4 mois. Il est sorti déjà presque il y a 6 mois. Donc les choses ont évolué. Il y a des choses qu'on a écrites et qui se sont avérées, qui ont été avérées. Il y a des choses que vous savez et que vous ne saviez pas à l'époque. C'est que un an et demi avant le 7 octobre, Israël, les renseignements militaires, ce qu'on appelle Amman, savaient qu'existait ce qu'on appelle les murs de Jéricho. Quelqu'un sait ce que c'est? Ah, vous savez tout, vous. Très bien. Alors, les murs de Jéricho, c'est tout un dossier de 40 pages qui a été découvert par les renseignements israéliens. 40 pages qui détaillaient, point par point, ce qui allait se passer le 7 octobre. Alors, me direz-vous, est-ce qu'on a fait attention à ça? Est-ce qu'on a pris ça en compte? Bon, il y a toujours, je veux dire, cette désinvolture très israélienne. Tout. Je vais vous le dire en français. Demain, tout ira bien demain. C'est pas grave. Pardon? Non, c'est un document arabe. Pardon. Non, c'est un document arabe. C'est un document du Hamas qui a été découvert à Gaza. Donc, du moins les renseignements israéliens et Aman Khaliouva, donc le patron de Amman, savait exactement, et il n'a pas daigné, et on le sait de source sûre, alerter la hiérarchie politique, et on en parlera tout à l'heure à propos de Yoav Gallant et de Benjamin Netanyahu. C'était du temps, je pense, où, comment s'appelle-t-il, où Lieberman était ministre de la Défense. Il a d'ailleurs démissionné à 2 reprises en disant qu'on ne le suivait pas sur le fait qu'il voulait faire des frappes préventives sur Gaza, justement à cause de ces documents. Et on a découvert donc, je pense que c'est en 2018-2019, ce qu'on appelle la carte du métro. Alors, c'est pas la carte du métro parisien, mais vous savez ce que c'est, quoi. D'accord? Donc, c'est la carte de l'enchevêtrement assez exceptionnel, dans le mauvais sens du terme, des tunnels, et des tunnels qui servent à tout, qui servent au trafic d'armes, au trafic de drogue, et à la préparation d'actions terroristes. Je peux vous dire, sans rentrer dans les détails, que non seulement on s'attendait, bien évidemment, je fais 3 secondes là-dessus, on s'attendait plutôt à un raid, c'est le cas de le dire, des commandos Radouane au Liban, plutôt qu'à Gaza, mais pour ceux qui pensaient que ça allait se passer à Gaza, on pensait véritablement, du moins, les spécialistes pensaient que ça allait se passer sous terre, et qu'ils allaient débarquer un jour de leur trou pour faire ce qu'ils ont fait, mais cette fois-ci, ce qu'ils ont fait d'en haut. Voilà. En ce qui concerne les autres dysfonctionnements, le plus terrible, à mon avis, l'un des plus terribles, c'est les soldats de vigie. Les soldats de vigie, ce sont des soldats qui sont affectés à la surveillance des frontières. Elles ont tout un équipement, des caméras bien évidemment, des téléviseurs, etc. Et pendant des mois et des mois, elles ont prévenu leurs supérieurs. Et ça dure depuis pas un an et demi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'elles prévenaient. Et on leur disait, mais vous racontez n'importe quoi. Il faut savoir que, mesdames, que non seulement vous êtes d'excellentes vigies, vous êtes d'excellentes aussi tireurs d'élite, j'ose pas dire tireuses d'élite, mais tireurs d'élite. Pourquoi? Parce que la femme a la patience que n'a pas l'homme, elle a cette opiniâtreté, et c'est pour ça que ce sont des femmes. Mais par contre, on n'a pas tenu compte, parce que justement c'était des femmes, de leur avis. On a vu ce que ça fait, je crois qu'il y a eu 16 soldats de vigie qui ont été massacrés
d'autres qui ont été emportés, et ça, Arié peut me le confirmer, qui ont été emportés en otage. Il y a un autre grand dysfonctionnement, et ça n'engage que moi. Pour moi, le plus grand dysfonctionnement, c'est pas le plus grand, mais celui qui m'a frappé, c'est le procès de Benjamin Netanyahou. Alors encore une fois, je préfère vous prévenir, j'ai beaucoup écrit contre Netanyahou. J'ai beaucoup écrit à une époque, je n'aimais pas sa politique économique, je n'aimais pas sa politique sociale, et je l'ai fait savoir à travers des députés, des ministres. Mais si vous prenez si vous prenez le bilan global, bon, on sait où se trouve Israël aujourd'hui et où elle était il y a 20 ans. Ça, c'est un autre problème. Maintenant, ce que je pense, c'est que l'ancien conseiller juridique du gouvernement, celui qui a inculpé Benjamin Netanyahou, je ne vous dirai pas, si je vais vous dire qu'aujourd'hui, il est considéré comme l'homme le plus corrompu d'Israël. Quelqu'un a suivi les pérégrinations de Mandelblit, Avichai Mandelblit, non. Donc l'ancien conseiller juridique du gouvernement va être inculpé pour falsification, donc c'est-à-dire que la personne qui a inculpé Benjamin Netanyahou est lui-même une personne absolument non respectable, non responsable, et on va voir pourquoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et personne ne vous le dira, mais moi je vous le dis, je suis, moi, le procès Netanyahou, et contrairement à ce qu'on dit, c'est que Benjamin Netanyahou se présente à toutes les audiences, peut-être un petit peu moins maintenant du fait depuis quelques mois, mais il est représenté dans tous les cas. Et le procès Benjamin Netanyahou, il s'est avéré que les juges eux-mêmes ont demandé au parquet, donc pour ceux qui parlent hébreu à la Parklitout, ont demandé de réviser les accusations ou de les annuler parce qu'il n'y avait pas les juges. Parce qu'il n'y avait pas de motif de corruption. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 5 ans, on traîne un Premier ministre. Moi, j'aurais préféré qu'on applique la loi française qui a permis à Chirac d'être jugé après son mandat. La même loi qui a été appliquée à Sarkozy, et corrigez-moi si je me trompe, d'être non seulement jugé, mais même inculpé après. Donc, cette loi qui ne s'applique pas en Israël a fait qu'on a délégitimé le gouvernement d'Israël, on a délégitimé Israël, on a délégitimé son Premier ministre. Et c'est pour ça que on m'a dit qu'on avait, je ne ferai pas de la shonara, mais on va dire qu'on est sur un plan politique. C'est pour ça que des gens comme Frédéric Ancel, que vous avez accueilli ici, s'est permis de dire qu'Israël était un État voyou. Sous-entendu, Benjamin Netanyahou était un voyou. Mais bon, il fallait que je vous le dise. Oui. Ouais, moi, non seulement j'ai entendu, mais ou alors c'est le CRIF, en parlant des conférences de Frédéric Ancel. Et monsieur le rabbin, à aucun moment, les Israéliens, les Juifs que nous sommes, le rabbin n'est pas là, on a appliqué ce principe de la Torah qui s'appelle le Kafsrout. Ça vous dit quelque chose? La présomption d'innocence. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la nuit du 6 au 7 octobre. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, des hésitations du chef du Shabak qui à 4 heures du matin a envoyé une équipe parce qu'il y avait trop de signes d'attaque des Palestiniens. Et il faut savoir qu'à 3h30 du matin, il y a 1000, je sais pas si c'est le terme également français, SIM. Comment on appelle ça les cartes? Les cartes SIM, c'est le même mot. Enfin. Donc il y a 1000 cartes SIM qui se sont allumées dans Gaza à 4 heures du matin. Et si elles s'allument, c'est que ce sont des cartes SIM israéliennes à Gaza. Ça veut dire que il y a eu une trahison quelque part, parce que pour acheter des cartes SIM israéliennes, il faut avoir un numéro de carte d'identité israélienne, mais vous le saviez pas. Ça veut dire qu'il y a eu certainement des trahisons d'Arabes israéliens. Ça, c'est le premier point. Et il faut savoir qu'au même moment, il y avait des mouvements dans toutes les mosquées de Gaza. Ça veut dire que les gens se préparaient, que les ordres étaient donnés non pas dans les synagogues, mais dans les mosquées de Gaza, et que ça alertait donc Ronen Bar, qui est le chef du Shabak, qui a beaucoup à se reprocher, mais qui a finalement décidé
d'aller à son bureau, de s'occuper du problème et surtout de réveiller le conseiller militaire de Benjamin Netanyahou à Vigile, qui a réveillé lui-même à 6h20, 6h25 le Premier ministre. Donc vous pourriez me poser la question, est-ce que Benjamin Netanyahou était au courant qu'il se préparait une attaque? On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Alors en général, lors de mes conférences, il y a deux questions qu'on m'a posées, principalement, il y a plusieurs, mais principalement, est-ce qu'il y a eu un complot? Et la deuxième question, où était passée l'armée? Donc je vais vous répondre pour la première, est-ce qu'il y a eu un complot? Je vais vous répondre comme Golda Meir, à qui on a demandé un jour, est-ce que Israël a la bombe atomique? Alors elle a répondu de manière assez géniale, elle a répondu, Israël n'a pas la bombe atomique, mais elle n'hésitera pas à s'en servir si le besoin s'en fait sentir. Ce que je trouve extraordinaire. Donc je dirais la même chose pour le complot. Je pense qu'il n'y a pas eu de complot, mais j'aurais 2000 arguments à vous donner pour vous dire qu'il y a eu des complots, mais on n'aura pas le temps. Alors le deuxième, c'est où était l'armée? Donc il est évident que jusqu'à il y a quelques semaines, c'était le vide intégral, on ne savait pas, et la lumière commence un petit peu à se faire jour, et je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, oui, c'est pas prévu les questions pour l'instant, c'est après. Hein. Je voulais prendre un petit peu de... Excusez-moi. Une des questions majeures qui s'est posée, c'est surtout au kibbutz Be'eri. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des hélicoptères qui étaient en partance pour le kibbutz Be'eri, mais qui ne sont jamais arrivés à Be'eri. Donc, ils se sont arrêtés comme je vous l'ai expliqué, dans la plaine de Reim, et qui, selon mon enquête, ne sont jamais arrivés à Be'eri. On va comprendre pourquoi. La Briout. Alors, il y a une question qui se pose à midi. Il y a un des conseillers de Benjamin Netanyahou qui appelle du loin. Il y a quelqu'un de l'escouade d'attente du kibbutz Be'eri qui appelle son cousin qui est conseiller du Premier ministre. Et il lui dit, il faut absolument que je parle au Premier ministre. C'est gravissime ce qui se passe au kibbutz Be'eri. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que le matin, pour ceux qui le liront, vous verrez que ce qui s'est passé au kibbutz Be'eri, il y a eu des gens qui sont intervenus, il y a des soldats, des unités qui se sont battus, l'escouade d'attente, ce qu'on appelle la Kita de Konenout, a été complètement décimée, mais quelqu'un de la Kita de Konenout, de cette escouade d'attente, on va dire de cette, non pas milice, en tout cas, de cette petite, ça c'est les réactions aux roquettes et aux missiles en Israël. Et donc je disais, donc à Be'eri, à midi, il y a 500 soldats qui sont devant le portail, ce qu'on appelle le Shin Gimel, et qui ne bougent pas. Et cette personne de la Kita de Konenout qui est blessée déjà en plus, appelle le cousin qui parle au Premier ministre, il parle au Premier ministre. C'est, comme on dit en hébreu, c'est badouk, ça a été vérifié, etc. Et il lui dit, monsieur le Premier ministre, il y a 500 soldats qui sont là et qui ne bougent pas, qui ne veulent pas bouger. Alors qu'on est en train d'égorger des gens chez nous, on a la moitié de l'escouade d'attente qui a été tuée, il y a énormément de soldats qui ont été tués, les maisons brûlent, etc. Et d'après les rapports que j'ai eus, Benjamin lui dit, on va s'en occuper. Benjamin Netanyahou paraissait, bien évidemment, comme n'importe quel Israélien, était plus que troublé. Il a dit, on va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Le problème, et c'est aujourd'hui, on voit un petit peu la lumière parce que tout au long du livre, je raconte le parcours d'unités militaires d'Ashkelon, de Sderot, dans les kibbutzim, etc. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne sait pas où était passée l'armée. Alors, d'après certains journalistes absolument sérieux, il se trouve que alors, reprenons, vers 11h30, Benjamin Netanyahou déclare l'état de guerre. Il déclare la guerre, dit on est en état de guerre. Il est tout de suite repris par la conseillère juridique du gouvernement,
qui lui dit vous n'avez pas le droit de déclarer la guerre, il n'y a que le gouvernement qui peut le faire. Donc, imaginez regrouper un gouvernement le jour du 7 octobre, etc. Il a pu le faire que le soir. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après Hamid Bar Shalom, qui est un journaliste de la chaîne 12, de la chaîne 12 israélienne, qu'on peut pas suspecter d'amour pour Netanyahou, dit, je me trouvais dans les commandements, dans certains commandements militaires, je me trouvais dans les fosses, c'est là où sont prises toutes les décisions, que ce soit de l'armée de terre, l'armée de l'air, etc. Et les procureurs civils et les procureurs judiciaires, les procureurs civils, pardon, et les procureurs militaires étaient là pour vérifier chaque action que faisait Israël en matière d'autorisation de tir, en matière de décollage d'avions, etc. Si vous préférez, d'après, et il n'y a pas que Hamid Bar Shalom, il y a un autre journaliste qui le dit, Avi Weiss, et qui dit le Tzahal a été entravé par l'action des procureurs. Je vais vous dire quelque chose. J'ai la chance que Israël soit un petit pays. Mon voisin, à Tel Aviv, est procureur, il est président d'un tribunal militaire. D'accord? Et je lui ai dit, Ronen, et il est connu aussi pour son honnêteté, je lui ai dit, Ronen, Ata Chayab, tu dois me parler, tu dois me dire, est-ce que vous étiez présent? Il ne m'a pas répondu. C'est comme pour Olivier Rafovitch, c'est comme pour beaucoup de choses. À partir du moment où vous ne répondez pas, c'est une sorte d'aveu. Ça veut dire que aujourd'hui, et que je vous explique, à partir du moment où vous déclarez donc vous déclarez la guerre, vous le faites par le gouvernement. Ça veut dire quoi? Dans la terminologie juridique israélienne, quand vous faites une action militaire à Gaza, au Liban, etc., vous êtes sous les fourches codines, si je puis dire, des procureurs et de l'appareil judiciaire. Quand vous déclarez la guerre, c'est comme un état d'urgence, vous n'avez de compte de rendre à personne. Donc pendant tout le temps où le gouvernement n'a pas déclaré la guerre officiellement, ce qui s'est déroulé le soir, les procureurs sont intervenus, le résultat, c'est 1200 morts. Voilà. Alors on va pas imputer... Pardon? Ils sont intervenus après, mais bien après. Je raconte dans le livre, et merci à Stéphane qui m'a dit qu'il avait aimé le livre. J'ai essayé d'aller au plus loin. J'ai recoupé un petit peu toutes les informations. Je suis allé sur le terrain, bien évidemment, puisque j'y suis naturellement. Et ils sont intervenus, mais de manière extrêmement tardive. Et il faut savoir que, par exemple, à Shoukeda, l'armée est arrivée. Alors, évidemment, Shoukeda n'a pas été attaquée, mais elle était en première ligne. L'armée n'est arrivée qu'à 11h. À 11h du soir. Voilà. 11h du soir. Comment ça se fait que l'aviation n'a pas pu intervenir? Alors, une excellente question. Alors, gardez votre question, c'est une bonne question. Et je peux peut-être commencer à répondre parce que... Attendez, il y a une question là, excuse-moi. Il n'y a pas de question pour l'instant, mais je vais en profiter. Il s'avère que un des aviateurs, un des plus grands aviateurs israéliens, qui s'appelle Shai Kessler, et qui est de droite, qui est connu comme étant de droite, a voulu rentrer dans la fosse. Il était réserviste. On lui a dit dehors. On l'a mis dehors et on l'a délesté de son titre d'aviateur. On l'a mis à la retraite quelques jours après, parce que c'est quelqu'un comme nous qui demande à comprendre, qui demandait surtout à intervenir. Et on n'a pas voulu le laisser rentrer. Donc ça corrobore le fait que l'armée de l'air, et c'est une double bonne question, c'est que non seulement l'armée de l'air a fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait pendant la campagne d'objection de conscience, c'est-à-dire qu'elle n'obéirait qu'au juge et pas au Premier ministre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que beaucoup d'aviateurs que j'ai rencontrés m'ont dit de manière extrêmement claire, ils m'ont dit les périodes où les aviateurs qui étaient en réserve ne sont pas venus comme ils l'avaient
on a dit que c'était pas très grave, mais cet aviateur chevronné m'a dit de manière extrêmement claire, ces aviateurs n'étaient pas cachers pour voler. C'est-à-dire que même si on avait eu la possibilité de voler, je pense qu'un aviateur, c'est comme on parlait de football tout à l'heure, c'est comme un joueur de football, s'il s'entraîne pas, il n'est pas apte à voler. Donc l'armée de l'air, pour répondre à votre question, c'est un petit peu ce qui ressort un petit peu des dernières analyses, c'est ce qu'on soupçonnait, ce qu'on subodorait il y a quelques mois, et malheureusement, l'objection de conscience, puisque moi j'étais appelé à l'armée il y a très très longtemps, et le psychologue de l'armée m'avait dit, vous savez que l'objection de conscience en Israël, c'est de faire l'armée. Voilà. D'autres questions. Là, je pense qu'on peut passer aux questions. Il y a beaucoup de... Alors, attendez, avant les questions, je voudrais dire encore une fois ce que je peux vous dire. Vous vouliez poser une question? Vous vouliez poser une question à votre voisine? Non, je rigole. Je termine. Bon, je termine. Je voudrais dire quelque chose sur les otages. Je voulais dire quelque chose sur les otages d'OTAN. Vous savez que les premières libérations et les dernières libérations d'otages ont eu lieu en novembre. Novembre, c'est bien ça, novembre. Dès janvier, j'ai écrit et j'ai dit à des amis ministres, députés, il y aura plus de libération d'otages. On m'a dit, André, de quoi tu parles? Il faut savoir que les gens qui sont venus, les otages qui sont venus ont parlé. Non seulement ils ont parlé, mais ils ont parlé et ils ont dit ce qu'ils ont vu, etc. Donc, si vous préférez, je la fais courte, entre certaines sources du ministère de la Défense, parce que c'est le ministère de la Défense qui a recueilli, qui a soigné avec le ministère de la Santé israélienne, et des sources ministérielles, j'allais dire parallèles, où il restait en mois de novembre, je pouvais pas le dire pour des raisons, il y avait des Français aussi qui me lisent et qui avaient des enfants otages, des enfants tués, etc. Mais j'ai dit il y aura pas de libération d'otages parce qu'aujourd'hui il reste entre 30 et 80 au mois de novembre. Imaginez aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des personnes qui ont été tuées entre temps, et donc Sinwar n'a plus aucun intérêt à libérer des otages. Il a besoin de ces otages. Et à mon avis, s'il l'a pas fait, c'est qu'on était plus proche des 30 et des 50 que des 80, et qu'il en a besoin comme d'une assurance vie et comme d'une garde rapprochée. Voilà. Moi, je pourrais vous parler jusqu'à demain matin du 7 octobre, donc là, je suis prêt. On va prendre des questions. D'accord, ok. Bien, je voudrais remercier notre conférencier, hein. On peut l'applaudir. On a bien vu, André, que tu parlais avec émotion, tu es un puits de connaissances en tous les cas. Tu as bien fait passer ton émotion. Et ça fait toujours chaud au cœur d'entendre quelqu'un qui parle avec le cœur. Bien, nous allons passer aux questions. On va prendre 3 questions et puis André pourra répondre si tu veux. Je voulais veux. simplement vous dire, je tiens pas particulièrement à m'étendre sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est et c'est peut-être la raison profonde aussi de la vraie raison inconsciente profonde que j'ai un petit peu, c'est que le 4 novembre 2006, donc exactement Yud Gimel Becheshvan en 2006, c'est-à-dire exactement 11 ans après la mort de Yitzhak Rabin, j'ai perdu mon fils à l'armée, donc Raphaël. Donc si vous pouvez rentrer sur YouTube, j'ai réalisé un film qui s'appelle Qui a tué Raphaël Darmon, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, je sais. Donc, vous pouvez rentrer sur YouTube, Qui a tué Raphaël Darmon. Voilà. C'est une émotion qui m'a fait oublier de parler dans le micro. Voilà, je t'écoute. C'est bien ce que je disais, il y a beaucoup d'émotions dans tes réponses. Donc, nous allons passer donc aux questions. Alors,
Alors, Oui, madame voulait avant poser une l'émission. question, je crois. On va procéder. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si on fait parler beaucoup André, il va avoir du mal à chanter les Ah chansons. oui, j'avais un problème. J'ai dit, Donc, Harry, il je a un préférais problème chanter avant, mais il m'a dit non. on va passer, on va faire une vingtaine de minutes de questions-réponses et puis après on passera à la troisième partie de notre soirée. Voilà. On commence par monsieur, même si on commence toujours par une femme. Merci. Joël, bonsoir. C'était sur un point de détail. Je comprenais pas pourquoi vous disiez. J'aime pas le mot point de détail, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Allez-y. Je ne comprenais pas bien pourquoi vous disiez que les procureurs avaient empêché les 500 soldats d'intervenir à Berry, dans la mesure où l'état de guerre ne pouvait pas être déclaré, puisque je comprends pas pourquoi l'état de guerre doit être déclaré pour que les soldats interviennent. Chaque jour, quand il y a des attentats dans la rue, les soldats interviennent sans qu'il y ait d'état de guerre qui soit déclaré. Donc pourquoi est-ce qu'on pouvait pas défendre ce kibbutz sans avoir l'état de guerre? D'abord, c'est pas simplement que le kibbutz Berry, ça s'est déroulé dans tout la bordure d'Israël, que ce soit Sderot, à Ofakim, et j'aurais des milliers de choses à vous dire. Et donc, le problème, simplement, c'est pas Berry qui a été délaissé, c'est toute la bordure d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez un état de guerre, vous pouvez déployer l'armée de l'air, vous déclarer la guerre, vous déclarez la guerre. Donc ça veut dire que il faut que ce soit le gouvernement qui décide. À partir du moment où ce n'est qu'une opération, et à partir du moment où vous déclarez la guerre, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, les procureurs, qu'ils soient civils ou militaires, n'interviennent pas, ne sont pas sur le terrain parce que c'est un défaut quasi congénital, c'est les Israéliens de tout vouloir contrôler. Il faut savoir que, et j'en parle dans le livre, il faut savoir que les conditions de tir, les prescriptions de tir ont changé en 2 ans. Il faut savoir que en 21, un soldat israélien a été tué à bout portant alors qu'il était garde frontière, à bout portant. C'est-à-dire qu'on a permis, et ça c'est la Cour suprême, c'est également certains juges qui ont permis de réduire la distance permise. Vous savez qu'avant, à 600 mètres, on tirait dans les jambes, etc. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'à partir du moment où la guerre n'est pas déclarée, ou elle n'est pas déclarée légalement, donc les processus judiciaires, les parquets judiciaires, qu'ils soient militaires ou civils, peuvent intervenir et peuvent dire ce qui est permis ou pas permis. Il faut savoir, permettez-moi encore de parler de Benjamin, mon fils, quand on l'appelait le capitaine de Hebron à l'époque, le capitaine francophone de Hebron, il m'a dit, papa, c'est impossible. Pour tirer maintenant, il faut demander l'autorisation. Il faut demander l'autorisation. Et donc c'est un petit peu, et donc ils ont ralenti, ils ont empêché des actions, et malheureusement, ça sera le grand scandale certainement du procès, en tout cas de l'enquête, qu'elle soit ministérielle ou quelle qu'elle soit, l'enquête qui aura lieu de toute façon dans quelques mois, je pense, et qui est absolument nécessaire, impérieuse. On a vu que le 7 octobre, ça vient après le fait qu'il y a eu finalement quatre élections qui étaient bloquées, etc. Il y a un monsieur qui est intervenu à l'intérieur de tout ça et qui quelques années avant avait une stratégie pour créer des problèmes et qui a été un grand général et Premier ministre qui s'appelle Ehud Barak. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est encore, moi j'ai entendu des gens qui parlaient du terrain et qui disaient Ehud Barak c'est un héros, etc. Et de l'autre côté, quand on regarde, on se dit, mais si ça s'était passé en France, c'est quelqu'un qui aurait eu des problèmes. Écoutez, je vais vous dire à propos d'Ehud Barak, je l'ai écrit aussi, il est le soldat le plus décoré de l'État d'Israël. Donc sur le plan militaire, comme vous l'avez dit, il a été général, chef d'état-major, ministre de la Défense. Attends, Jacques, comme si je ne parle pas, monsieur. Il était ministre de la Défense, il a été Premier ministre. Je crois qu'il a été battu que par Bennett pour
la rapidité avec laquelle il a été destitué. C'est l'un des plus grands soldats d'Israël. Pour moi, André Darmon, journaliste qui voit la situation, c'est pour moi l'homme le politique le plus mauvais qu'on ait eu en Israël. Pour quelle raison? D'abord, il faut savoir que Benjamin Netanyahou, pour ceux qui ne savent pas, et Ehud Barak ont non seulement travaillé ensemble, mais ont été dans ce qu'on appelle la Sayeret Matkal, le commando d'état-major, et qu'ils étaient en 73, tous les deux ensemble, pour libérer Benjamin Netanyahou, les otages de la Sabena. Vous étiez au courant? Et Benjamin Netanyahou a été blessé. Alors non pas que je défende Benjamin Netanyahou, mais entre son frère qui a été tué pour libérer d'autres otages et lui-même qui a été blessé, on peut pas dire véritablement que ce monsieur ait abandonné les otages depuis, je pense, sans lier cela, et on va revenir à Barak, sans lier ça au problème des otages. Du moins, rappelons-nous ce que je vous ai dit sur Sanuar et sur la stratégie, entre guillemets, du terroriste qui n'a plus rien à donner, donc qui n'a plus rien à vendre. En ce qui concerne Ehud Barak, il faut savoir qu'il y a 10 ans, donc ça va expirer dans quelques semaines, je pense, il a conclu un accord avec les États-Unis pour 10 ans. 10 ans de quoi? De livraison d'armes. Ça peut avoir l'air exceptionnel, mais moi j'ai toujours pensé que c'était une façon de nous mettre la corde au cou de façon géniale, et on l'a vu aujourd'hui. Les États-Unis ont failli nous faire le coup de Charles de Gaulle, et Macron, heureusement qu'il ne représente que 2 à 3% des exportations d'armes vers Israël, sinon je pense qu'il aurait été capable de le faire, ne serait-ce que pour complaire à son électorat musulman. En ce qui concerne Ehud Barak, donc je vous ai dit que il faut savoir que Ehud Barak a dit des choses, a déclaré des choses. Vous savez qu'il a appelé au, comment appelle-t-on ça? À la désobéissance, au coup d'État. Il a dit, il n'y a que des fleuves de sang, et on les a eus. Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il n'y a que des fleuves de sang qui me ramèneront, moi et Ehud Barak, au pouvoir. Et il y a toute une série de déclarations d'Ehud Barak. Encore une fois, il faut entendre ce que dit Ehud Barak. Il a dit mais je veux dire, je n'arrive même pas à comprendre comment on peut dire qu'un Premier ministre se complaît dans la guerre pour assurer sa survivance politique. Donc Ehud Barak, pour répondre à votre question, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je pourrais écrire un livre sur Ehud Barak. C'est, je le répète, certainement l'un des plus grands soldats d'Israël, mais certainement l'un des plus piteux hommes politiques israéliens. Il y a une autre question. Bonsoir Benjamin, bonsoir. Question courte. Est-ce que les Israéliens veulent toujours de la solution à 2 États? Souhaitent-ils la paix à court terme? Et que veulent-ils faire de Gaza, un territoire aujourd'hui en ruine? Alors Benjamin, je veux parler de mon fils Benjamin, donc Benjamin, tu as posé 3 questions là. La question de 2 États, je vais te dire ce que j'ai écrit et ce que pensent beaucoup. Non seulement, vous savez, il y a un kibbutznik de Berry qui a perdu sa femme et ses enfants à Berry, qui a perdu aussi une jambe, et qui a dit, moi je suis prêt pour 2 États, un État israélien, et un État palestinien, mais pas à côté de nous. Pas à côté de nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Israéliens, même, alors, il y a toute l'agenda politique des gens, de la gauche, etc., qui parlent d'un État palestinien pour faire un espèce de contre-pouvoir, mais aujourd'hui, dans la tête des gens, on veut ni d'un État palestinien, ni de Palestiniens à côté de nous. Donc ça peut peut-être enchaîner sur votre deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire de Gaza? Écoutez, moi j'ai connu le Gush Katif, j'étais paraît-il le loup blanc du Gush Katif, le seul journaliste. On a vu beaucoup de journalistes à partir de 2005, mais j'étais le seul qui traînait au Gush Katif, à tel point même qu'il voulait me faire habiter là-bas sans même passer de commission d'engagement. Donc je connais bien le Gush Katif et je pense que c'est une erreur d'avoir, et j'ai beau être de droite, mais je pense que c'est une erreur d'avoir des enclaves israéliennes dans déjà la Judée-Samarie. Faudra qu'on trouve très vite une solution, mais Naftali Bennett, que j'ai rencontré, m'avait dit lui-même que quand il deviendrait Premier ministre, il m'a dit, André,
j'annexerai la zone C. Ça vous dit quelque chose, la zone C? Bon, c'est la zone la plus importante de Judée-Samarie, qui est à la fois déjà administrée civilement et militairement par Israël. Vous savez ce qu'il a fait quand il est devenu Premier ministre? Il a permis la construction de maisons palestiniennes en zone C. Donc, en ce qui concerne Gaza, donc je suis contre. Je sais que Israël a tenté déjà certaines choses à Gaza, c'est-à-dire de promouvoir ce qu'on appelle des familles, des grandes familles, comme il y a des grandes familles en Judée-Samarie, comme il y a des grandes familles palestiniennes en Jordanie, etc. Ces grandes familles ont été éradiquées par le Hamas. Donc c'était il y a 6 mois ça. Donc ils sont en train de chercher une solution internationale. J'avoue que là mon horizon s'obscurcit un tout petit peu sur le fait de prévoir ce qui peut se passer. D'ailleurs, dès les premiers jours du 7 octobre, dès les premiers jours de l'incursion terrestre, on demandait au Premier ministre et au gouvernement qu'allons-nous faire après, pour l'après-Gaza. Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise qui sait ce qu'on peut faire quand on a des... C'est impossible. Je veux dire, dans une région aussi tourmentée, dans une région aussi culbutée, si je puis dire, il est impossible de prévoir. Donc aujourd'hui, sincèrement, je préfère vous dire, je ne sais pas, j'ai des idées, mais je ne sais pas si l'Allemagne ou la France accueilleront 2 millions de Palestiniens de Gaza. Ça serait une excellente solution encore. Pardon? Oui. Y a-t-il une autre question? On fait. Je veux bien une question, mais c'est une question. Hein. Attention. Hein. Non, pas une question juive. C'est pas une. Est-ce que l'Israël sait où se trouve Sinbar? Est-ce que ils savent et comment expliquer que l'Israël n'a pas pu encore jusqu'à présent opérer les otages? Et juste après, c'est pas une question, c'est pour dire que nous avons. Vous savez que votre première question est liée à vos 2 questions sont liées, mais vous le savez même pas. Je vais vous dire pourquoi. Si on n'a pas pu repérer les otages, on les a peut-être repérés, mais ils sont peut-être avec Sinuar. Donc c'est peut-être là le problème. À mon mon modeste avis, on sait où sont les otages. Regardez, la preuve, c'est on a pu découvrir 6 otages qui ont été éliminés presque immédiatement. Donc c'est ce qui pourrait arriver. Donc Sinuar, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il est encore vivant, moi j'ai pensé pendant quelque temps qu'il aurait pu déjà être en Égypte. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler, de ces menaces qui existent, les menaces turques, les menaces égyptiennes qui sont pas moindres que les menaces qu'on a aujourd'hui. On en parlera peut-être un jour. Donc voilà la réponse à ma question. Vous dire que si on sait que Sinuar, moi, je ne sais pas. J'ai même, j'allais dire, changé d'avis. J'ai pensé qu'à un moment il était mort, qu'il était peut-être en Égypte. Aujourd'hui, il est toujours vivant. Aujourd'hui, il y aurait des signes de vie. Et ça ne sort pas comme ça les informations. Il y a des signes de vie. Donc j'imagine qu'il y a encore des otages. J'espère le plus possible vivant avec lui, et j'espère qu'on arrivera. Oui. C'est bien. Je voulais juste. J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Le livre, voilà. Parce que j'allais justement. N'hésitez pas. Les livres sont juste à l'extérieur. Vous pourrez les acheter, les faire dédicacer. Voilà. Je passe la parole. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question à l'homme de communication où vous êtes. Vous avez créé un magazine, vous relatez ce qui se passe en Israël. Comment vous expliquez qu'Israël soit si mauvais en communication? C'est une bonne question. Écoutez, c'est une question que j'ai posée aux Israéliens depuis 25 ans. Et je parlais de désinvolture. La désinvolture israélienne, c'est-à-dire, on se fiche de ce que et c'était un petit peu la profession de foi de Ben Gurion, de Golamer. On se fiche un petit peu de ce que pensent, excusez-moi s'il y en a ici, on se fiche un petit peu de ce que disent les goïms. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Donc il y a cette comment dit-on en hébreu? Je vais dire cette désinvolture israélienne. Il y a aussi ce qu'il faut savoir,
c'est pas la chutzpah, mais il y a un truc que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui, la communication israélienne, elle est faramineuse. On la voit pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, vous la voyez pas. Je veux dire, je suis en contact avec Amit, j'ai un trou de mémoire subitement, avec le ministre de la diaspora. Et c'est un ami, j'ai oublié son nom, si je le savais, ça va me revenir. Et je peux vous dire que Israël travaille énormément sur les réseaux sociaux, travaille pour faire venir des gens en Israël, travaille pour faire venir des députés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vous apprends rien. Aujourd'hui, on nous a attaqués, on nous a tués, on nous a découpés en morceaux, on a violé nos femmes, on a tué nos bébés. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, demain, normalement, il y a le procès de la TikTokeuse, vous n'êtes pas au courant. Donc, pour lequel je me suis porté partie civile. Je voulais vous dire que le 20 octobre, moi, André Darmon, je dis pas ça par immodestie, mais j'ai déposé une plainte contre le Hamas au doyen des juges d'instruction. Parce que vous savez que la France est compétente pour crimes contre l'humanité. Eh ben, après un an, j'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Alors que ma plainte a été déclarée recevable. Ce qui se passe, qu'il y a de telles pressions politiques, et il y a ce phénomène de victimisation qui existe depuis toujours. C'est-à-dire que le Palestinien, c'est la victime, et le bourreau, finalement, c'est celui qui a été, le bourreau devient, celui qui a été tué devient le bourreau. C'est ce qu'il y a, et il y a une manipulation médiatique, et qui est pas seulement française, et qui existe même chez nous, Israéliens. Chez nous, Israéliens, on a tendance à, alors beaucoup aujourd'hui de gauche sont revenus un petit peu de leur idéalisation du problème palestinien. On a compris que les gens qui sont en face de nous ne nous veulent pas du bien, etc. Et malheureusement, j'allais dire, l'importation, si je puis dire, des communautés musulmanes en Europe fait qu'elles font une telle pression. Elles sont financées, tout le monde le sait, par le Qatar et par des organismes richissimes qui font la pluie et le beau temps maintenant. Comment expliquer qu'aujourd'hui, 7 octobre, il y a eu des manifestations pro-Hamas? Je me trompe ou pas? Donc il y a ce phénomène de victimisation, il y a ce phénomène d'importation. C'est même pas d'importation, puisqu'aujourd'hui on est à la 4e ou 5e génération de musulmans en France. Il faut savoir qu'il y a je vous apprends rien, mais il y a des premiers ministres anglais musulmans, il y a des maires de Bruxelles qui sont musulmans, il y a des premiers ministres écossais qui sont gazaouis. Il faut savoir qu'il y a le grand remplacement, Monsieur Zemmour, il a commencé depuis longtemps. Quand en 89 j'ai décidé de quitter toutes mes affaires et qui fonctionnait très bien, et de dire à mon ex-femme, ma femme à l'époque, dire on part. Il est impossible de rester dans une mer de djellaba. Qu'est-ce que va devenir la France en 89? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Plus ou moins, pas tout à fait. Dis-moi ce qui va pas. On prend encore une question peut-être, et puis on passera à la 3e partie. Avec d'autres questions, alors c'est. Mais petite alors. Ouais, non, une toute petite. Ça fait à peu près 20 ans qu'on a libéré entre guillemets Gaza. À peu près, je crois que c'était en 2004 ou en 2005. En 2005. On a rendu Gaza, en tout cas qu'on a donné en contrepartie d'une certaine inquiétude. Non, je vais vous dire en contrepartie de quoi? Pour avoir interviewé Ariel Sharon à l'époque et avoir interviewé Shaoul Moffa, son ministre de la Défense, avec lequel je suis resté 5 heures, le deal, c'était ça. Officiellement, le deal, c'était on rend Gaza et on nous fout la paix en Judée-Samarie. Voilà. Chose qui j'ai répondu à la question, pas encore. Et ça fait 19 ans en fait qu'ils construisent en fait des tunnels. Même avant. Pourquoi en 19 ans Israël n'a rien fait pour les détruire? Alors, d'abord. Par prévention. Vous avez raison. D'abord, la connaissance de ces tunnels, elle n'est pas arrivée il y a 19 ans. Elle a été beaucoup plus tardive. Et je vais vous dire exactement. Et je vais faire une analogie avec ce qui s'est passé au Liban et en Galilée, c'est que d'abord on en a fait exploser un paquet, il faut le savoir, vous êtes au courant, à Tchoukétan il y a 10 ans, après, etc. Le problème, c'est que quand il y a eu ces périodes d'accalmie, avec les Palestiniens, et qu'on savait aussi
qu'existaient ces tunnels qui étaient prêts. C'est des tunnels offensifs, c'est pas des tunnels défensifs. La hiérarchie politique a tort certainement, et Bibi avec, a dit on va pas déclarer la guerre en allant exploser les tunnels. Par contre, au Liban, comme les tunnels arrivaient en Israël, et ça, il paraît que ça se reproduit actuellement, on les découvre, là on les a fait exploser en Israël, on les a bouchés. Mais il faut savoir, comme on parlait de la carte du métro, que c'est quelque chose d'infini. Je crois qu'il y a des centaines de kilomètres de tunnels, etc. Donc c'était pour éviter d'enflammer les choses, mais c'est une erreur. À long terme, c'est forcément une erreur. Ça nous a coûté énormément de vies, ça nous a coûté le 7 octobre. Ça sera la dernière parce que après, je crois que j'aurai plus de encore deux, d'accord. Oui, on est dans une situation où on se rend compte quand même que le Hamas continue à avoir des forces vives, même si on annonce que 80% de leurs agents sont morts, de leur potentiel. On rentre dans une guerre là qui risque d'être très longue avec le Liban parce que le Hezbollah c'est largement plus gros que le Hamas. Est-ce que aujourd'hui Israël a les moyens de continuer jusqu'au bout cette guerre et est-ce qu'il faut envisager une voie diplomatique? Écoutez, quand on entend toutes les voix à la télévision, je parle de ces diplomates français, diplomates américains, intellectuels français. Pour rejoindre la question de Benjamin, il nous parle toujours de deux États, alors que je peux vous dire que on est loin de cela en Israël. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de solution diplomatique, parce que des solutions diplomatiques, on en a eu. On a eu l'accord de Taïf en 1989, qui a été seulement entériné en 2004 et qui demandait déjà la démilitarisation du Hezbollah en 1989, il y a 35 ans. Ensuite, il y a eu la résolution 1701 qui normalement obligeait le Hezbollah, après on parlera du Hamas, qui obligeait le Hezbollah à se retirer au-delà du Litani, mais quand je consulte des généraux israéliens, ils me disent, André, ok, on va se retirer au-dessus du Litani, mais bon, c'est quoi, 30 kilomètres? Derrière le Litani, il y a un ensemble de bunkers et de forteresses qui sont prêtes à fonctionner. Et il faut savoir que l'accord de la résolution 1701, où les soldats de la FINUL devaient intervenir et ils n'ont rien fait, n'a jamais été appliqué. Donc, si vous préférez, sur un plan technique, une solution diplomatique, elle est hors de question. Et sur un plan pratique, humain, sociologique, on ne peut pas avoir aujourd'hui d'accord diplomatique, à moins d'être forcé, et je sais pas, les livraisons d'armes, ça peut être une arme, pourquoi? Parce que vous avez deux entités, trois, peut-être maintenant 4 avec l'Irak, le Yémen, 5, qui veulent l'éradication de l'État d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va enfin prendre conscience qu'on a des gens qui veulent, et ils l'ont fait, c'est pas qu'ils veulent nous tuer, ils l'ont fait. Ils ont tué des enfants, je vais pas me répéter, des enfants, ils ont fait des choses abominables. Je peux vous dire que, je sais pas si Maître Ludo est là. Maître Ludo n'est pas là. Maître Ludo, c'est l'avocat qui a déposé plainte pour moi. Et donc au doyen des juges d'instruction, et je peux vous dire que il m'a dit qu'il a vu le film, donc Tzal, comme tous les journalistes, m'avait proposé de voir le film de 43 minutes qui est sorti je crois 2 ou 3 mois, c'est ça, Harry, 2 ou 2 mois, et mon avocat m'a dit, André, tu vois pas, tu regarderas pas le film, je vais l'envoyer au doyen des juges d'instruction, mais toi tu vois pas le film, il m'a interdit de le voir. J'ai suivi son conseil, j'ai revu à la lueur, si je peux dire, parce que du 7 octobre, quelques images fugaces, ça m'a suffi, quoi. Donc, je ne vois pas d'option. Il va y en avoir une, mais c'est pas du tout ce dont a besoin Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien a compris qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout avec le Hamas. Il n'y a pas de cessez-le-feu possible. Moi, c'est ce que je pense. Il n'y a pas de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Et je pense que l'attaque iranienne est irrémédiable et qu'elle ne peut pas ne pas aboutir, si je veux dire. Irréversible. Irréversible, merci. Voilà une dernière question. Ah, encore 2 questions.
Bon, il y aura une chanson de moins alors. Bonsoir. Je voulais revenir sur les Arabes israéliens. Oui. Quelle est la tension qu'il y a? Quelle est la tension que les Arabes israéliens imposent aux Israéliens, et qu'est-ce qu'on peut penser finalement de cette 5e colonne qui, pour l'instant, n'a pas bougé? Écoutez, les Arabes israéliens n'ont pas bougé, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pas ce qui ne les démange pas. Il faut savoir que, pardon, oui, ils ont bouclé, mais ils ont pris une direction stratégique absolument différente. Ils ont compris que l'opposition à l'intérieur d'Israël, en tant qu'Arabes israéliens, les menait à rien. Et ils ont décidé d'investir les universités, les sociétés. Aujourd'hui, vous pouvez voir toutes les pharmacies quasiment israéliennes, pardon, les hôpitaux. Aujourd'hui, vous faites soigner les infirmières, les médecins, parfois très bons. Il y a d'excellents aussi Arabes israéliens au Technion, etc. Donc ils ont décidé de se promouvoir dans la société israélienne plutôt que de la combattre. Je sais pas si c'est pas plus dangereux, quoi. Ça, c'est autre chose. Pardon. Les frères musulmans? Vous parlez de qui, là? J'ai bien compris les frères musulmans, mais les frères musulmans en tant que tels, à part en quoi? Ah bah, la France, je peux pas vous en parler, moi. Voilà, bah écoutez. Encore une petite question, s'il te plaît. Encore une petite question. C'est une question familiale? Je pose la question parce que les médias ont une importance grandissante dans l'image d'Israël, en tous les cas quand on est en diaspora ou que les autres ont en diaspora. Est-ce qu'il y a des journalistes et d'investigation étrangers qui font le travail que vous avez fait, d'aller voir véritablement sur le terrain ce qui se passe? Écoutez, je ne veux pas juger les journalistes, les autres journalistes. Je vais vous dire très sincèrement, j'ai très peu regardé ce qu'ont fait les autres journalistes. C'est d'ailleurs, on me dit, André, est-ce que tu lis Actualité Juive? Est-ce que tu lis les journaux? Non, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Je dis non, je ne veux pas parce que si c'est bon, ça va m'énerver. Et si c'est pas bon, j'ai perdu mon temps. Et c'est un peu la même chose pour les journalistes et les grands reporters, etc. Je ne regarde pas ce qu'ils font parce que d'abord, j'ai peur de me laisser influencer, j'ai peur de me laisser polluer, etc. Donc, est-ce qu'ils font leur travail? Je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, par contre, et là je peux vous le dire, c'est que les journalistes israéliens, comment dire, 90% des journalistes israéliens sont des vendus. Et je pèse mes mots. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous dire, ils sont vendus. Alors j'aurais pu dire comme Georges Marchais, ils sont vendus au grand capital, mais c'est pas du tout. C'est un peu ça. C'est-à-dire que attention, qu'on se comprenne bien, il y a une chaîne de droite qui s'appelle la 14 et qui est extrêmement à droite, qui est pro-Bibi, qui est pas non plus très juste, etc. Mais aujourd'hui, les chaînes 11, 12, 13 sont des chaînes qui sont j'allais dire, financées par des, pardon? Non, pas par le Qatar, n'exagérons pas. Ils sont financés par des capitalistes israéliens qui sont connus et qui les drivent. Il faut savoir que, pour vous donner un exemple, il y a une directrice qui a été nommée de la 13, la chaîne 13, qui est également extrêmement à gauche, et elle a été démise tout de suite parce qu'il y a eu une volée de bois vert qui est venue des journalistes de la chaîne. Elle n'a pas pu, alors qu'elle était légèrement de droite. Donc, vendu, c'est peut-être un mot extrêmement fort, mais ce sont des gens qui donnent pas une excellente information. Et si vous les entendez, c'est dommage que vous parlez pas l'hébreu. Moi, il y en a certains qui parlent hébreu. C'est que c'est affolant. Moi, je n'écoute plus la 11, la 12 ou la 13. Je les écoute plus parce que c'est constamment, pour parler des journalistes israéliens, c'est constamment à charge. C'est constamment, je veux dire, si vous les écoutiez, Benjamin Netanyahu a déclenché la crise de 29, il a déclenché l'assassinat de John Kennedy, mais c'est infernal, quoi. Je veux dire, va arrêter, quoi. Je veux dire, ça suffit. Voilà. Une chanson. Encore. Une chanson. Non, Il y avait une question. Encore deux questions.
Moi, j'en ai deux pour toi. Il reste plus que 2 chansons. J'en ai 2 pour toi et juste après, tu vas nous... Mais il y a un monsieur qui lève la main aussi. Alors, 3 questions. La première, alors, d'un autre côté, tu es venu depuis Israël pour nous, donc... ouais, mais moi, je suis là jusqu'à demain matin, c'est pas un problème. Première question. On va recevoir le 4 novembre Pierre Razou, qui est un géopoliticien reconnu et qui est spécialiste des questions du Moyen-Orient et notamment de Tsahal. L'une des choses qu'il dit, et j'aimerais que tu réagisses là-dessus, c'est que pour lui, en termes diplomatiques, comme on dit undercover, une discussion directe entre Israël et l'Iran sur les sujets notamment nucléaires est tout à fait possible, en dehors de ce qui se passe actuellement. Déjà, je voudrais avoir ta réaction. Deuxième question, et après je laisse la parole au monsieur derrière moi, c'est que dans tous les dysfonctionnements que tu as listés, il y en a plein d'autres. Je sais, mais justement, j'y viens. Dans tous les dysfonctionnements que tu as listés, tu as parlé des vigies, tu as parlé de plein de choses. Mais, et le Shin Bet? J'ai parlé du Shabak. Ouais, moi, je te parle du Shin Bet. Le Shin Bet, c'est le Shabak. Oui, mais c'est la même chose. Il se prépare une opération d'envergure à 200 mètres de chez toi. Tu es le meilleur service de renseignement du monde et tu vois rien. Comment tu l'expliques? Alors, je vais te dire, pardon. D'abord, ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Ils ont le problème des renseignements israéliens, c'est que j'ai oublié de vous dire que en passant tout à l'heure que quand on a dit que quand j'ai dit que les troupes israéliennes, il n'y a pas eu de transfert de troupes israéliennes vers la Judée-Samarie, il n'empêche que le 7 octobre, il y avait que 12 chars en bordure de Gaza et il n'y avait que 600 soldats. Je réponds à ta question, Henri, c'est avec moi. Voilà. Donc ça veut dire que déjà, on était extrêmement dégarnis, et même s'il n'y a pas eu ces transferts. Maintenant, pour répondre à ta question, on savait tout. On savait tout. On savait la carte du métro, on savait les murs de Jéricho, les vigies avaient tout vu, mais il y avait cette indolence, cette désinvolture israélienne. Et maintenant, ça fait partie peut-être des questions ou des réponses dont je parlais tout à l'heure en matière de complot. Il faut savoir qu'il y a eu une objection de conscience, et l'objection de conscience, elle peut se traduire de 1000 façons, ne pas se rendre à son, ou faire la grève italienne, la grève du zèle, etc. Donc, si tu préfères, et je pense que dans l'esprit de beaucoup, d'après ce que j'ai pu discuter avec des Israéliens et des gradés, il y en a qui se sont dit, allez, au maximum, il y a peut-être une brigade qui va... Non, mais ils le savaient. Je dis qu'ils savaient tout. Ils avaient même pensé que, allez, parce qu'il y avait peut-être un espoir de déstabilisation et de Tsahal et du gouvernement. Il faut savoir que depuis 2 ans, ce qui se passe en Israël, pour ceux qui comprennent, parce qu'il faut comprendre l'hébreu, c'est ce que je reproche aux intellectuels juifs, c'est qu'ils ne parlent pas l'hébreu et qu'ils fassent pas de différence entre certaines situations, et que depuis 2 ans, 3 ans, et je dis clairement dans mon livre que le 7 octobre a commencé en mai 2019, le jour de l'audience de Benjamin Netanyahou, quand Mandelblit a je vais compléter ma réponse, quand Avichai Mandelblit a convoqué Benjamin Netanyahou, alors qu'il est son propre conseiller du juridique, qu'il a nommé lui-même Benjamin Netanyahou. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, chez les Tunisiens, on dit le tralouïde, je crois. Sur l'Iran. Alors, sur l'Iran. Alors, la première question sur l'Iran, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est aujourd'hui il y a une telle culture de la haine, on va rentrer en guerre. Malheureusement, pour répondre à la question, je crois que c'était ton épouse, je crois qui parlait tout à l'heure de solutions diplomatiques. Je crois qu'Israël, et François Mitterrand le disait très bien il y a 40 ans, il y a les pacifistes à l'ouest et il y a les missiles à l'est. Ben, c'est pareil en Israël. Il y a toujours les pacifistes et les imbéciles à l'ouest. Aujourd'hui, on a les missiles, mais beaucoup plus près de chez nous. Donc, je pense que malheureusement, et c'est un père de soldats, comme vous le savez, et il y en a certainement aussi ici, je crois que la guerre est nécessaire. Je pense pas que le nucléaire, le nucléaire iranien va servir à alimenter des centrales électriques en Iran, on le sait, et ils l'ont dit eux-mêmes, ils l'ont dit
que la destruction du Hamas et la destruction du Hezbollah va les obliger à accélérer le programme nucléaire iranien. Une autre question, je crois. Oui. Alors, parmi nos frères qui sont venus se battre. Tenez, ce sera plus facile. D'accord, merci. Bonsoir. Parmi nos khalifs qui sont venus se battre le 7 octobre sans ordre de la part du commandement, beaucoup ont été, enfin plusieurs en tout cas, ont été poursuivis ces derniers mois par la justice pour des soi-disant faits de vol d'armes ou d'avoir abattu des terroristes de Gaza. Est-ce qu'on a des nouvelles aujourd'hui, parce qu'on Oui, on a des nouvelles. On a des nouvelles parce que je vous disais que le procureur, donc mon ami et voisin, donc c'est lui-même qui s'occupe c'est lui qui s'occupe de ce dossier, ce qu'on appelle Sdeteman, les champs du Yémen. Et les premières accusations sont tombées. Il y avait des accusations de viol. Je pense que beaucoup de procureurs et de juges israéliens ont fabulé. Donc les accusations de viol sont tombées et certains soldats ont été comment dit-on, ils sont en résidence surveillée à la maison pour l'instant. Ils ne sont plus en prison. Donc ça a avancé de ce côté-là. Mais à mon avis, d'après l'avocat qui s'appelle Dimri, les accusations vont être très très vite. Le problème en Israël, on l'a vu avec le procès Bibi, mais pas le procès simplement de Bibi. On a vu, moi, ça fait 30 ans que je suis là-bas. J'ai vu des horreurs. J'ai vu des ministres poursuivis. J'ai vu un ministre qui s'est suicidé. Et Bibi, je peux vous dire, Benjamin Netanyahou a subi 10 fois plus qu'a subi notre ami Pierre Bérégovoy, qui s'est suicidé il y a 30 ans, pour des raisons beaucoup moins graves. Et je peux vous dire que Benjamin Netanyahou, c'est là, en cela que je lui tire son chapeau, c'est qu'il résiste. Il résiste à tout. Et je sais que dans les synagogues parisiennes, synagogues juives, bien évidemment, françaises, je voulais dire, tous les ans, on fait une prière pour Israël et aussi pour son chef. Et c'est peut-être ce qu'on a oublié de faire nous-mêmes en Israël, quoi. Bien, voilà, on va pouvoir applaudir. 5 minutes. Ah, il y a encore une question. Il n'y a plus de chansons, alors. Une question, parce que ça me taraude quand même comme sujet. Il y a une thèse qui... Il y a un masgan, il y a une climatisation, non? Il y a une thèse qui tourne en ce moment, qui est de dire que finalement, la situation était connue, donc ça on le sait. On savait qu'ils allaient attaquer et on a laissé le Hamas attaquer. Non. Vous ne connaissez pas l'ampleur. Vous partez d'un mauvais postulat. Attendez, je vais jusqu'au bout. On a laissé le Hamas attaquer parce que c'était le seul moyen de pouvoir riposter à Gaza et de détruire définitivement le Hamas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Est-ce que vous en pensez? Je n'y crois pas. Je pense pas qu'on ait pris le risque, que ce soit le Shabak, le Shin Bet, les renseignements militaires ou la hiérarchie politique aient pris le risque. Que certains aient pris le risque de penser qu'on pouvait envoyer une brigade et que ça pouvait déstabiliser quelque part et d'occuper même temporairement un kibbutz ou deux et de déstabiliser le Premier ministre, ce qu'on essaye de faire depuis 5 ans. C'est inhumain, immoral, pas juif du tout, mais ça c'est une autre histoire. Et donc moi je ne crois pas à cette thèse. Pour prendre un tel risque, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une provocation pour attaquer le Hamas. Il lance des roquettes tout le temps. On aurait pu le faire de manière. Je pense pas que Benjamin Netanyahu, il l'a prouvé, soit perméable aux pressions. Il est quelquefois obligé de s'y soumettre, entre guillemets. Je pense pas qu'il soit capable de se soumettre à ce genre de pression. Non, je ne crois pas. Voilà. Merci André. Merci à vous. C'est chaud.